Imaginez un amphithéâtre transformé en salle de négociation internationale. Des étudiants, en soins infirmiers, devenus diplomates le temps d'une semaine, réunis autour d'enjeux importants tels que l'eau, l'éducation, la nutrition. Ensemble, ils devront faire preuve de curiosité, de sens stratégique et de capacité à coopérer pour convaincre l'ONG Alliance Internationale de leur accorder, en tout ou partie, la subvention convoitée. C'est le projet qui a été mis en place sur notre campus de Chambray-les-Tours, et pour pousser l'immersion encore plus loin, l'équipe de Résonance s'est transformée en service presse et a couvert cet événement. À l'origine, une idée simple, apprendre autrement. Aude Noël, formatrice et initiatrice de ce projet, lance un pari audacieux, plonger les étudiants dans une simulation diplomatique. L'objectif, les faire coopérer, négocier, s'adapter, comme s'ils étaient sur une scène internationale. Une pédagogie active, exigeante, tournée vers l'action. Alors, cette idée de projet vient d'une expérience vécue par ma fille au lycée. Ils ont, avec un groupe de lycéens, mis en place un dispositif qui permet en fait la simulation d'une journée de négociation au sein de l'ONU. Voilà, ils ont eu des résultats tout à fait probants. Ma fille a énormément apprécié s'investir dans ce dispositif-là. Alors, c'était dans le cadre d'une spécialité suivie pour le bac en géopolitique. Voilà, et je me suis dit que ce qui était possible au lycée pouvait probablement être transposable et adaptable pour nos étudiants de première année. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de proposer ce dispositif-là, adapté évidemment à nos étudiants. C'est le premier temps fort. Les étudiants découvrent leur appartenance diplomatique. Brésil, Inde, Mongolie, Nigeria. Une vidéo immersive leur projette l'ampleur de la mission. L'atmosphère change. Les visages se concentrent. Les regards se croisent. Il faut choisir un rôle, une posture, une stratégie. L'heure est à la répartition des responsabilités. Le jeu devient réel. Du coup, je suis dans la délégation de l'Inde. Ok. Et voilà. Et je représente le ministère de l'Éducation. Franchement, très intéressant de pouvoir faire quelque chose et défendre un sujet, et une subvention, donc on espère pouvoir l'avoir, quoi. Franchement, ça met un peu dans l'ambiance et on se sent vite dedans. Et c'est vrai qu'il faut oublier un peu cette partie école et plus se centrer sur le rôle propre et c'est super intéressant. Donc, voilà. Je suis dans le ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Quel pays ? Pour le Nigeria. C'est un projet très intéressant et je pense que toutes nos recherches vont enrichir notre connaissance. J'ai hâte de le présenter. On va faire un travail d'équipe avec le porte-parole et on va faire au maximum pour représenter correctement le Nigeria. On va faire tout notre possible pour récolter l'argent. Moi, je suis dans le ministère de la Santé du Brésil. Et moi, la même chose, mais de l'Inde. Moi, ça m'inspire plutôt des valeurs humanitaires dans le côté sanitaire, du coup. Et moi, je trouve ça assez important pour nous humaniser, on va dire, sur ces problèmes-là. Et en apprendre davantage sur les conditions dans les autres pays aussi, en voie de développement. On n'en a pas encore trop discuté. Enfin, moi, avec mon binôme, en tout cas. Pardon. Moi non plus, on a juste regardé l'affiche et puis voilà. Mais c'est un projet qui nous intéresse quand même vachement. Franchement, la vidéo, elle était super bien réalisée et c'était super intéressant de la regarder. Ouais, moi j'ai trouvé ça motivant aussi, la façon dont c'était tourné le teaser et ça donne envie d'en découvrir plus et de continuer le projet, quoi. Quelles ont été les réactions des apprenants suite au teaser et à la présentation, ce projet assez quand même important ? Ils ont été surpris, je pense. Très surpris et puis ils ont même cru qu'on était les réelles directrices de l'ONG, donc ça montre qu'ils sont vraiment dedans en fait, puisqu'ils nous ont posé la question de savoir si c'était vraiment notre ONG ou pas, quoi. Surpris et impliqués. Tout de suite on les a vus se mettre en groupe, essayer de se répartir les rôles, lire le rapport d'activité, donc un retour hyper positif puisque la magie a pris. Oui, je pense que la phase immersive a bien débuté dès le premier moment, dès qu'on a lancé le teaser. On a senti qu'ils étaient dedans, ils sans forcément bien comprendre au départ ce qu'on allait leur demander. Certains sont un peu inquiétés de penser qu'ils allaient peut-être occuper des vrais postes de représentants du ministère de l'agriculture ou des infrastructures ou peu importe. Mais oui, on a trouvé que la phase immersive a bien pris. Après, on verra ce que ça donnera sur les 2 autres temps. Ils se sont déjà organisés en groupe WhatsApp alors qu'on n'a même pas eu besoin d'intervenir. Ils ont déjà regardé l'adresse mail pour envoyer les mails, se répartir qui fait quoi, alors qu'on n'a même pas lancé les sujets pour le moment. Donc plutôt une réussite pour ce premier temps. C'est le deuxième temps fort. Les porte-paroles prennent place,
rassemblés autour de la table des négociations. Tour à tour, ils exposent leurs choix stratégiques, défendent les premières pistes de projet devant les coordinateurs de programme de l'ONG. L'enjeu est clair, convaincre et orienter. En coulisses, notre service presse interroge les délégations. Comment se sont organisées ces négociations ? Quels doutes ont émergé ? Derrière chaque projet, une dynamique de groupe et une volonté collective de faire entendre sa voix. On représente le Brésil et notre mission justement c'est l'enjeu de l'éducation. Cibler les zones plutôt au nord du Brésil, qui du coup sont les zones rurales avec le plus d'accès difficile à l'éducation pour les enfants et principalement les 15-17 ans, parce que c'est là où il y a le plus gros décrochage scolaire et le plus gros manque d'attrait. Et puis il y a aussi une grosse inégalité vis-à-vis des écoles publiques et des écoles privées. Donc c'est revaloriser un peu l'accès des écoles privées, enfin des écoles publiques, pour donner la meilleure chance à tout le monde. On a une équipe qui est assez efficace et investie, donc on a tous pu rechercher les informations vis-à-vis de nos ministères et on avance bien. Il nous faut encore des recherches et des infos précises pour le budget, pour les zones d'implantation et tout ça, mais non, ça va aller. On représente l'Inde et notre mission, c'est d'assurer la purification de l'eau. On va mettre en place un plan sur 10 ans avec plusieurs étapes. On va faire travailler toute l'équipe ministérielle en fait pour cibler dans chaque domaine des étapes à mettre en place et pour améliorer ces conditions sur tous les domaines concernés. Donc des chiffres, des données, des informations. Je suis le porte-parole du Nigeria. Alors nous avons retenu l'accès universel à l'eau potable dans les zones rurales du Nigeria, car notre pays a beau être un pays côtier, soit 54% de sa population est rurale et se trouve dans le nord. Et malgré des tensions politiques avec Boko Haram, 70% de nos infrastructures actuelles d'eau potable ont été détruites. Donc il est important pour nous de restructurer toute cette région afin d'amener l'eau potable à un maximum de personnes. Cet objectif, en dehors d'être un objectif de vie, est un rôle sanitaire et social. Un rôle aussi qui va se mettre sur l'éducation des enfants qui n'auront pu aller chercher l'eau et un remaniement de l'économie locale au niveau des villages. Alors pour l'instant, le projet que nous sommes en train de créer est une consolidation du précédent projet qui cherche à désaliniser l'eau de la mer, mais qui va toucher plus le niveau côtier. Bien que nous créons des voies de transport d'eau potable via le milieu côtier, on a du mal à aller toucher le nord du pays. Donc on est parti sur la création de puits avec des stations d'épuration qui vont permettre avec un stockage d'eau derrière, qui vont permettre de limiter la récupération d'eau de pluie, qui permettra l'alimentation des champs et pour l'élevage bovin. Quelques jours plus tard, nouveau temps fort. Les délégations ont exposé leur projet et espèrent convaincre pour remporter la subvention. La pression monte, les coordinateurs de programme jugent, questionnent, challenge. Les délégations défendent leur dossier avec conviction. Derrière les mots, la gestion des émotions, la cohésion du groupe et l'envie de faire la différence. Une expérience intense qui dépasse le cadre scolaire. Je représente la délégation du Bangladesh. C'est des présentations très riches les unes que les autres. Après, il y en a qui étaient plus claires que d'autres, où on avait plus d'informations. C'était court, trop court même. Mais c'était très intéressant. Non, moi j'ai trouvé ça fou qu'on soit autant de pays dans le besoin à devoir faire des projets comme ça pour pouvoir sauver nos populations. On espère, on verra au résultat, mais on va pas lâcher, on va continuer de se battre pour essayer de sauver le plus de personnes possible. Puis on le verra sur la partie du débat, on va pouvoir clarifier pas mal de points. Des présentations très complètes pour la part de l'Inde et du Bangladesh qui sont très cohérentes par rapport à la situation de leur pays. Elles prennent en charge les notions de population qui est beaucoup plus importante par rapport à la nôtre, car c'est vrai qu'ils sont regroupés et leur l'eau potable pour eux est vraiment un problème au niveau de maladie qui a bien été développé. On représente la délégation indienne. C'était toutes très intéressantes, cependant, comme ça a été soulevé précédemment, on déplore le manque de temps pour finir notre présentation, mais
Sinon, c'était très bien. Oui, parce qu'on a apporté pas mal d'arguments et on a bien mis en relief la situation en Inde. Donc, on espère avoir convaincu le plus de monde possible. Alors du coup, je m'appelle Ivana, je suis coordinatrice. Et moi, Nolan Vallée, coordinateur aussi. Alors, il y avait 3 présentations. Il y en avait qui avaient bien préparé. En fait, il y a eu aussi un manque de temps. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs parties qui n'ont pas pu être présentées malheureusement. Mais voilà. Mais sinon, dans la globalité, c'était très, très intéressant. On en a beaucoup appris sur l'économie, sur l'éducation, sur la nutrition. Parce que du coup, l'eau, ça ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre beaucoup de portes. Donc, on en a beaucoup appris et c'était très intéressant. Notre cœur à tous porte sur le Bangladesh parce que leur présentation était très, très centrée et très carrée et on en a pu beaucoup apprendre. Et aussi c'était en collaboration avec l'éducation, pardon. Et donc ça aussi c'était très intéressant et très important parce que du coup ça montrait leur engagement et leur investissement et ils ont été voir avec d'autres ministères, donc ça a montré qu'ils étaient là quoi, et qu'ils en voulaient et qu'ils voulaient vraiment que Alliance Internationale les aide et qu'ils les encourage dans leurs projets. Donc voilà. Mais après tout va dépendre du débat et de ce qu'ils vont dire. Donc voilà. L'heure des résultats a sonné. Les coordinateurs de programme ont rendu leur verdict. Dans la salle, le silence est chargé d'attente, de tension, d'émotions mêlées. C'est l'aboutissement d'heures de négociations, de prises de décision, de collaboration intense. Des sourires, des soupirs, parfois des regrets, mais surtout une richesse partagée. Tous repartent avec un nouveau bagage, celui d'avoir vécu une expérience humaine, collective, formatrice. Une simulation, oui, mais dont les échos résonneront, nous l'espérons, dans leur parcours. Du coup, on représente la délégation du Bangladesh. On est très heureux et très émus. On ne pensait pas avoir l'entièreté du budget. Un petit peu déçus pour le Nigeria. Ouais, qui se sont bien battus également et qui avaient un projet qui paraissait plutôt fiable. Après, c'est pas nous qui avons tranché. Donc, oui, voilà. On reste quand même très heureux. On a gagné. Non, du coup, on a vu que ça avait payé. Donc peut-être un petit peu plus d'organisation, mais un peu plus de structuration sur notre présentation. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Ouais, on est fiers de nous, je pense. Ouais, moi je suis fier de l'équipe. Ouais, moi aussi. C'était hyper enrichissant. Franchement, c'est quelque chose, je pensais jamais dans ma vie que j'allais pouvoir réaliser un projet d'une ampleur comme ça. Et c'est hyper bien parce que ça nous prouve qu'on peut le faire et qu'on peut y arriver. Puis moi, je suis reconnaissante parce qu'on va pas avoir cette chance-là partout. Et ça m'a apporté beaucoup de connaissances, un aspect des choses qu'on ne voit pas du tout d'un œil extérieur sans se pencher dessus. Du coup, c'est super intéressant. Et du coup, merci à toute l'organisation parce que c'est un gros projet et on a conscience que c'est pas facile à organiser et à mener. Et sans l'équipe, on n'aurait pas pu voir qu'on était capable de réaliser ça. Donc merci beaucoup. Enchantée, je me présente Agathe Andrès et je suis le porte-parole de la délégation de la Mongolie, accompagnée de Carla Vergugno, donc du ministère de l'Intérieur de la Mongolie. Nous sommes personnellement très satisfaits. On avait un peu prévu le coup en établissant un budget pas trop onéreux. Et on a même eu plus que ce qu'on pensait, ce qui va nous permettre de pouvoir construire 5 fois plus de yourtes. Donc c'est encore mieux que ce qu'on imaginait. Nous sommes très satisfaits. Peut-être sur l'organisation, des petites erreurs de communication entre ministères par-ci par-là, mais le fond reste bien et la forme aurait pu être un petit peu améliorée sur certains points. C'était une super opportunité pour, par exemple, s'exprimer plus à l'oral, s'entraîner à parler pour un podcast. Et on n'en a vraiment pas l'opportunité habituellement. Et là, on se sent un petit peu plus adulte, je dirais. Et puis ça nous a permis de découvrir le pays de la Mongolie, parce que c'est pas un pays qu'on connaît forcément. Et on l'étudie pas à l'école, que ce soit au lycée ou plus tard. Donc on a appris pas mal de choses quand même. On savait pas qu'il y avait pas possibilité d'aller à l'école. Je suis porte-parole du Nigeria. Je suis très déçu des résultats, mais après les projets ont été défendus et de meilleures parties que nous ont été retenues. Donc c'est ce qui nous fait plaisir aussi derrière.
Alors nous allons garder le projet que nous avons défendu ce jour, mais nous allons restructurer certaines manières de penser, comme l'utilisation de structures plus durables. Alors, de façon globale, c'est un projet pour la planète, donc c'est un projet pour l'humain. Les organisatrices prennent la parole, non plus pour animer, mais pour analyser. Elles reviennent sur les fondements pédagogiques de ce dispositif immersif, une construction rigoureuse, pensée comme un écosystème d'apprentissage, entre jeux de rôle, simulation diplomatique et dynamique de groupe. Chaque élément a été minutieusement conçu pour stimuler la prise de décision, l'autonomie et la coopération. Mélanie, quels sont ses apports d'un point de vue pédagogique ? Il y en a beaucoup. Les objectifs pédagogiques qu'on avait identifiés au départ, c'était le développement des compétences en gestion de projet, la communication, la négociation, l'analyse d'enjeux humanitaires, mais aussi le travail en équipe, s'adapter avec différentes contraintes. Enfin voilà, il y en avait beaucoup. S'il fallait raccrocher avec le référentiel des soins infirmiers, c'est tout ce qui est psycho, socio, anthropologie, mais aussi méthode de travail et gestion de projet. Et en voyant les étudiants travailler, on s'est dit qu'il y en avait plein d'autres sous-jacents, comme l'éloquence, le sentiment d'appartenance, les compétences d'analyse. Donc voilà, au début, c'était vraiment la gestion de projet, la communication en apport pédagogique phare. Et puis finalement, ça a balayé énormément de champs, quoi. Sandra, comment les apprenants ont réagi face à ce défi et quels ont été les retours ? Les apprenants ont réagi globalement de façon positive. Ils ont vraiment vu le teaser comme le début d'une grande aventure. Ils ont tout de suite rentré dedans. Ça a été très agréable de voir qu'ils ont même cru que nous étions directrices d'une ONG pour de vrai. Donc le fait de voir cet engouement, ce côté positif et cet optimisme nous a vraiment renforcés, nous, dans notre motivation. Il nous a donné envie de continuer. Parce que nous étions à fond dans le projet, mais le fait qu'il le soit aussi à fond a fait que l'alchimie a pris et nous avons pu faire le projet jusqu'au bout. Et les retours Les retours des étudiants plutôt positifs. Globalement, ils ont apprécié l'expérience parce qu'ils ont pu développer des compétences, que ce soit en communication, en travail de groupe. Ils ont pu aussi avoir cette impression de se sentir utiles puisqu'ils ont pu découvrir, par exemple, des problématiques de santé des autres pays. Ils ont pu un peu ouvrir aussi les yeux sur le fait que, à l'étranger, sur d'autres continents, il y a des problématiques qu'ils ne connaissaient pas et qu'en France, parfois, on se plaint, mais il y a pire ailleurs. C'est ce qui a été dit globalement. Est-ce que vous renouvellerez l'expérience ? Alors oui, avec plaisir. J'espère que ce projet va vivre aussi dans les années prochaines, les années à venir, auprès de peut-être d'autres promotions, d'autres publics, pourquoi pas. On a veillé en montant le projet à ce qu'il soit transposable sur d'autres formations, donc c'était vraiment dans l'idée qu'il puisse resservir. Les bienfaits de ce dispositif, ils sont largement prouvés. On allait au-delà de nos attentes vis-à-vis de nos étudiants de première année sur la section infirmière. Clairement, en adaptant et en ajustant quelques éléments de contexte, voilà, mais à la marge, finalement, ce projet doit vivre. Bien sûr, ce projet doit vivre. Moi, j'ajouterais juste à ce qu'a dit Sandra et puis Mélanie, une notion qui m'a marquée, c'est que nos étudiants avaient très peu d'éTH théoriques, voire même pas encore d'éTH théoriques, finalement, sur les thématiques sur lesquelles ils ont travaillé. Et donc, ce qui a fait ressortir, ce qui nous a marqué, ça a été la qualité des projets présentés par les étudiants, leur investissement. Je pense que ça va toucher, ça va toucher des qualités qui sont intrinsèques et qui sont individuelles. Ça va mobiliser des qualités et des compétences qui sont individuelles et que nous n'avons pas encore vraiment finalement façonnées par la formation. Donc il y a quelque chose en fait dans ce projet, dans la façon dont il a été vécu, qui était assez fantastique à voir. C'est que on a eu vraiment des projets de qualité quasiment professionnelle, avec un aboutissement, un sérieux, un étayage. Qui nous a impressionnés et donc pour lequel nous on n'y était pas pour rien, on n'était pas pour grand chose parce que ça a été vraiment leur travail et ça a été leur investissement qui a permis de voir aboutir de beaux projets. Effectivement, c'est très prometteur quand on voit l'investissement, la motivation, la qualité du travail. On se dit que la formation va permettre de faire évoluer encore plus tout ce qu'ils ont pu développer et faire des professionnels en soins infirmiers vraiment complets, accomplis et de qualité. Le projet il a été vraiment créé comme une expérience immersive,
totalement. Tout a été pensé, le moindre détail a été imaginé pour ce projet. C'est ce qui a facilité aussi cet engagement et cet engouement autour du projet. Donc oui, pour le reconduire, puisque maintenant il est un peu clé en main. À partir du moment où on sent des personnes très investies, je pense qu'on peut faire de grandes choses autour de ce projet-là. Oui, et le retour des étudiants, comme le disait Sandra, est vraiment positif. On a pu partager tous ces temps forts avec eux et les voir évoluer dans un projet où ils avaient à la base peu d'éléments et à la fin, leur projet était vraiment très riche et voire réaliste. Donc oui, pour le relancer. Quelque chose à ajouter ? Ce projet, j'ai l'impression qu'il a permis aussi à certains étudiants de s'investir davantage, puisque le fait que, j'ai envie de dire, on soit sur le même pied d'égalité, puisque l'humanitaire, c'est pas des connaissances et c'est pas une formation pour laquelle ils sont inscrits à l'heure actuelle. Donc le fait d'avoir tout le monde sur le même pied d'égalité a permis à certains étudiants peut-être de prendre la parole, de se lancer un peu des challenges ou des défis, d'aller argumenter face à un groupe de 30 étudiants pour aller défendre son projet. Même d'autres étudiants qui se sont dit, moi je maîtrise moins, du coup je me mets sur la réserve, et qu'on laissait la place à d'autres pour prendre le leadership sur les groupes et sur la dynamique de groupe. L'utilisation de l'IA par les étudiants, c'est souvent un sujet qu'on remonte en équipe comme étant problématique. C'est-à-dire qu'on constate souvent qu'il y a une utilisation de l'IA qui n'est pas forcément appropriée dans la pédagogie, qui coupe un peu tout le suivi, l'évolution, la construction d'un étudiant sur le plan pédagogique, puisqu'on va directement à un résultat et on ne le construit pas. Donc voilà, on ne le cherche pas, on ne va pas chercher les sources, etc. Sauf que là, en fait, dans le cadre de ce jeu, bien sûr que les groupes ont utilisé l'IA pour bâtir leur projet, mais on a vu une utilisation de l'IA qui était tout à fait pertinente, puisque ça a été un outil d'aide, voilà, mais pas forcément, c'était pas un coup de fil ou une triche, en fait. C'était vraiment une appropriation des thématiques, et on l'a vu dans les échanges et dans les débats, que les étudiants qui étaient interrogés, auxquels on posait des questions, parfois qui étaient quand même assez pointues, assez spécifiques, savaient répondre, connaissaient les réponses. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'exemple type d'une utilisation de l'IA qui est intéressante aussi sur le plan pédagogique, puisque ça leur a permis de s'approprier des problématiques de façon appropriée et puis quasi professionnelle, en fait. Ouais, je te rejoins, Aude. Je trouve qu'ils s'en sont très bien saisis de l'IA. Et nous aussi, en fait, dans la conception, on a appris à utiliser l'IA. On s'en est servi aussi comme outil. Et c'est ce qui a permis de construire un peu un temps record ce projet. Sans IA, je pense qu'on aurait mis des années à aller aussi loin dans les détails, aussi loin dans les sources. Enfin, il y a plein de choses qui auraient pris du temps. Et finalement, nous aussi, on a développé d'autres compétences, dont celle de l'utilisation de l'IA, quoi. C'est vrai qu'effectivement, on a souvent un regard négatif sur l'utilisation de l'IA, mais là, dans le cadre de la pédagogie de notre côté, sur la construction de ce projet, comme tu disais Mélanie, je pense qu'on aurait mis plus d'1 an à construire ce projet si on avait dû l'utiliser et le faire sans IA, alors que là, l'IA nous a permis vraiment de le construire en moins de 6 mois, approximativement. On a pu développer des compétences sur comment prompter, comment améliorer nos demandes à l'IA, et effectivement aussi tous les outils numériques graphiques, notamment la création d'un logo, d'une charte graphique, vraiment pour coller au plus à la réalité d'une vraie ONG. Tout ça au service d'un projet en 100% présentiel. Après, dans les séquences pédagogiques, tout était dans nos locaux, rien n'était sur le numérique. Tous les dossiers avaient été imprimés et on pouvait aussi les flasher pour les récupérer sur les téléphones avec un QR code. Mais toute l'expérience était 100% immersive et en présentiel. Donc on s'est appuyé sur des outils numériques pour la construction pour finalement après apporter une plus-value 100% synchrone, quoi. Et tout en garantissant quand même, tout en restant garant aussi du contenu des dossiers, puisque tout a été minutieusement relu, adapté. On a quand même vérifié les éléments de langage pour la cohérence du projet, parce qu'il faut quand même rappeler qu'un projet comme celui-là, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait, qu'il soit sans aucune incohérence. Voilà. Il faut que, pour que la phase immersive fonctionne, pour que l'immersif fonctionne, certes, il faut les locaux, il faut adapter les locaux, il faut adapter, voilà, il y a tout un tas en termes de communication, d'éléments qui sont à prendre en compte, voilà, de tenues vestimentaires, etc. Mais l'immersion, elle passe aussi par les supports qu'on a fournis. Les supports papier, les fameuses pochettes que les délégations avaient à leur disposition, et il faut que tout soit concordant, il faut que les dates soient concordantes, il faut qu'il y ait aucun élément qui pourrait questionner les étudiants et les faire sortir en fait de cette immersion.
Et ce qui fait vraiment la force de ce projet, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune incohérence qui n'a sa place dans ce projet-là. Tout est borné et en même temps, les étudiants, ils sont hyper autonomes. Ils ont choisi leur projet, ils ont monté leur projet. On était passé dans les salles pour voir si tout se passait bien et les guider, les réorienter pour les accompagner au mieux. Mais après, ils étaient complètement autonomes par groupe. Nous, le vendredi soir, quand il y a eu la suite des débats et l'attribution des fonds, on n'avait aucune idée de ce qu'il allait se passer. On avait le cadre, on connaissait nos objectifs pédagogiques, mais après, c'était dans les mains des étudiants. Et donc, je pense qu'aussi la force de ce projet-là, c'est que c'est cadré et en même temps, les étudiants sont complètement libres dedans et ça donne ce type de projet-là, quoi. Effectivement, on a été dans le détail sur plein de choses, l'adresse mail, les logos, les choses comme ça. On a vraiment été sur quelque chose de très pointu, très planifié, très cadré, tout en laissant la possibilité et l'autonomie des étudiants pour créer leur propre projet et qui prennent part aussi à part entière dans ce projet. C'était l'objectif aussi qu'ils puissent vraiment être inclus dans ce projet. Effectivement, même au niveau du vocabulaire, ils ne formulaient pas leurs phrases pareilles. Quand ils s'adressaient à d'autres délégations, ils se présentaient ministère de tel pays. Vraiment, ils ont appris à vraiment avoir un peu des normes de comment je me comporte en société, on se vous voit. Vraiment, ça allait jusqu'à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, mais ils ont joué le jeu à fond. Cette expérience immersive touche à sa fin. Mais pour les étudiants, une nouvelle conscience professionnelle vient de s'ouvrir. Ils ont négocié, argumenté, coopéré. Ils ont douté, mais toujours avancé ensemble. Dans un cadre ludique mais exigeant, ils ont développé bien plus que des savoirs. Des savoir-être, des savoir-agir, essentiels à leur future pratique infirmière. Ce projet illustre ce que peut être une pédagogie ancrée dans le réel, ouverte au monde et attentive à la construction du collectif. Il rappelle que l'apprentissage ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, mais qu'il engage la personne tout entière. Demain, peut-être, d'autres étudiants vivront cette même aventure, avec de nouveaux contextes, de nouvelles thématiques, et toujours ce même fil rouge, apprendre en faisant, en négociant, en coopérant. Merci à l'ensemble des délégations, aux coordinateurs de programme, aux organisatrices, et à vous qui avez écouté ce moment suspendu dans un amphithéâtre devenu, l'espace d'un instant, une instance en miniature. Un podcast réalisé par Mélanie Roncin et Candice Giffard.